Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, nouvelle vidéo en vacances pour ma part, donc du coup un petit contre-jour, mais c'est pas très grave, on a énormément de choses à se dire. C'est une nuit où il s'est passé des choses intéressantes, il y a eu surtout l'entrée de Carlos Alcaraz, il y a eu la dernière en carrière de Caroline Garcia, il y a eu Venus Williams qui a fait bonne impression. On va débriefer tout ce qui s'est passé, alors bouge pas, ça commence tout de suite. Déjà, on est obligé de commencer par Carlos Alcaraz, évidemment. Regardez bien le flow, regardez bien, nouvelle coupe pour Carlitos, crâne rasé, déterminé, une tenue un peu violette, monstrueuse, ici un peu vintage avec son t-shirt, enfin son débardeur Total 90. Non, franchement Carlitos, il est en mission. Carlitos, il est en mission, victoire 6-4, 7-5, 6-4 face à Reilly Opelka. On va parler aussi un petit peu de Reilly Opelka, c'est l'occasion, parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais bon, dans un premier temps, je voudrais remettre quand même dans le contexte Carlos Alcaraz. C'est vrai que c'est deuxième tour l'année dernière face à VDZ à l'US Open. Mais on oublie un petit peu trop qui est Carlos Alcaraz, parce que c'est vrai qu'il y a eu une déconvenue à l'US Open. Mais si on se rappelle bien, cette déconvenue, elle arrive après un été un peu compliqué, un Cincinnati où il était très nerveux. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait eu cette finale des Jeux Olympiques perdus. Et je trouve qu'on aime bien dire, oui, Carlos Alcaraz a du mal en fin d'année. Même moi, parfois, je me laisse un petit peu prendre par cette idée-là. Carlos Alcaraz, il a fait seulement 4 US Open. Et dans ces 4 US Open, il a un titre, une demi-finale. Et lors de sa première année, c'était son meilleur résultat en Grand Chelem. Donc c'est quand même un Grand Chelem qui lui réussit bien mieux que l'Open d'Australie. C'est un Grand Chelem, c'est dur de dire que ça lui réussit mieux que Roland ou Wimbledon, mais c'est pas un c'est pas un Grand Chelem, c'est pas un tournoi où il est en galère parce que c'est en fin d'année et qu'il est forcément cramé, comme on aime bien le dire. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que on met une étiquette sur la tête de Carlitos en nous faisant croire un petit peu qu'il est fatigué en fin de saison à chaque fois. Non, c'est juste que l'année dernière, il y a eu le contre-coup des Jeux Olympiques, je pense, et que c'est plutôt une anomalie, et que effectivement, même si l'US est un tournoi compliqué à aborder et à gérer en fin de saison, surtout pour des joueurs qui ont un jeu énergivore comme le sien, je pense que quand même Carlitos, force est de constater aujourd'hui qu'il a une certaine marge sur tout le circuit, peu importe sa saison, et peut-être que je me suis bien trompé, on verra, seul le tournoi nous le dira. En tout cas, je vais rester quand même sur mes pronos, même si c'est pas face à Medvedev, parce que on a tous vu ce qui s'est passé, mais peut-être face à Fokina, un match plus compliqué. En tout cas, ce que je voudrais voir d'abord avec vous, c'est Reilly Opelka, qui est seulement le 6e serveur du circuit. Reilly Opelka, qu'on peut facilement, j'ai envie de dire, comparer à un John Isner en termes de taille, un John Isner, un Ivo Karlovic, etc. On est sur un profil quand même bien différent. Moi, Reilly Opelka, je trouve que c'est un joueur qui, pour sa taille, se déplace extrêmement bien. Si on doit comparer avec Mpetshi et Ricard, je trouve que les deux n'ont pas du tout le même style. Et pourtant, ils sont considérés les deux comme des serve-bots. Je trouve que Reilly Opelka a une tolérance à l'échange, a une façon d'absorber la balle qui est beaucoup plus impressionnante que Mpetshi et Ricard. Mpetshi et Ricard, lui, il a un profil plus à la John Isner, mais John Isner avait un profil de joueur un peu plus loto, où on le sentait quand il arrivait à faire la course en tête, il tentait le tout pour le tout sur ses jeux de retour, notamment à 5-4 ou à 6-5. Et là, j'ai l'impression que Reilly Opelka n'est pas ce joueur dangereux qu'il pourrait être. C'est un joueur qui accepte de jouer le jeu de l'échange avec énormément de joueurs, notamment des Carlos Alcaraz, mais sauf que contre bon nombre de joueurs, même j'ai envie de dire tout le circuit du top 100 évidemment, il reste en dessous, c'est obligé, sachant qu'on est face à Carlos Alcaraz qui est le deuxième meilleur relanceur du circuit, et franchement en fonction des surfaces c'est kiff avec Yannick Sinner. Là c'est des stats sur les 52 dernières semaines, mais Carlos Alcaraz, son œil, sa vivacité, sa capacité d'intercepter les services adverses proches de sa ligne, moi ça m'impressionne, c'est monstrueux, et il s'est pas fait avoir. Il s'est pas fait avoir vraiment, seulement 14 aces pour 9 doubles fautes. On a un Carlos hier, moi qui m'a plu pour deux choses. La première chose, c'est qu'il a cherché à avoir un pourcentage de première balle assez élevé pour pas être sous pression sur cette deuxième balle. Et on le voit, il est à 69% de premier service, 86 derrière sa première. Donc déjà ça, c'est rideau, c'est pris, c'est emballé, c'est pesé. Et puis au deuxième service, pareil, on est à 65%, c'est très élevé. Alors que Reilly Opelka, lui, 75%
derrière sa première balle et seulement 41% derrière sa deuxième. On voit que le plan était très clair pour Carlos. Il y a eu un petit moment où c'était compliqué dans le deuxième set, je crois que c'est dans le deuxième set il me semble, où il a forcément dû sauver des balles de break. Voilà, ici ça aurait pu donner un tout autre match parce que derrière il aurait fait la course derrière dans ce deuxième set et on aurait pu très rapidement se retrouver à un set partout, mais globalement il a fait son match. C'est un premier tour de Grand Chelem, il laisse pas de force, donc ça c'est une très bonne chose. On a vu encore un coup où forcément je trouve que c'est un coup qu'on n'évoque pas assez chez Carlitos, c'est son revers longue ligne. Il a un revers longue ligne, il est capable de vous fixer et d'envoyer une bombe le long de la ligne. Alors forcément face à un grand gabarit comme Opelka, bah, ça fait encore plus mouche. Mais même dans ce début de match face à Sinner, alors certes c'est pas révélateur, mais dans ce début de match on a vu que c'était son envie aussi de tout de suite frapper très fort longue ligne en revers pour réorienter le jeu sur son coup droit. Donc voilà, c'est un Carlitos qui est en forme, c'est un Carlitos avec un nouveau style. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est très bien pour l'intérêt du tournoi et pour lui de ne perdre aucun set et de ne pas s'embarquer dans un match bourbier face à un profil comme Opelka. La deuxième personne que j'ai envie d'évoquer dans cette vidéo, c'est Venus Williams. Venus Williams qui a commencé son match et qui était en grande difficulté. Je me suis mis devant le match et je me suis dit, on peut assister à quelque chose, pas de dangereux, mais de difficile pour la légende américaine. Et en fait, dans son style très particulier, très singulier, on la voit se concentrer, on la voit, elle a une façon, elle a une prestance, une élégance. C'est vraiment une joueuse que j'apprécie énormément. On est quand même sur la demi-finaliste 2023-2024, finaliste aussi à Roland Garros. Venus Williams, aujourd'hui, c'est 45 ans. Et Madame Venus Williams prend un set à Muchova. On est quand même sur une des joueuses les plus mobiles, une des joueuses qui se déplace le mieux, qui fait le plus de variations sur le circuit, qui peut très bien servir. Mais Venus Williams a une telle puissance, a une telle facilité à faire avancer la balle. Elle a une très bonne qualité de retour aussi quand elle s'y met, quand elle décide d'agresser. Et puis en 2-3 frappes de balle, elle est capable de mettre à 2 mètres Muchova. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Franchement, je vous le dis, j'ai trouvé ça assez fou. Alors, je voulais juste vous montrer les stats, on va les retrouver. Elles sont juste là, voilà. Je voulais vous montrer les stats parce que c'est hyper impressionnant de voir que Muchova, elle aussi, derrière sa première balle, c'est bingo. Mais comme j'étais en train de vous le dire, la qualité de retour encore à 45 ans de Venus Williams, elle a laissé à 33% derrière sa deuxième. C'était impressionnant la façon qu'elle avait de se jeter dans la balle. Moi, je trouve ça fou. Et puis, on a un troisième set où forcément, bah, là, c'est l'âge qui parle aussi. Et on a une Muchova qui a cherché à très bien servir et à passer un maximum de premières, 86%. Comme ça, au moins, elle ne pouvait pas se faire agresser, seulement 3 deuxièmes balles à jouer. Et puis, pour Venus Williams, forcément, ça a chuté en termes de pourcentage et en termes de qualité de balle. Mais elle a fait honneur à sa wildcard. C'est vrai que c'était une wildcard qui était discutable, c'était une wildcard. On pouvait se dire, non mais franchement, elle a 2 matchs dans les pattes sur cette dernière année, c'est pas légitime, ça vole la place à quelqu'un. Mais quand on voit la foule, on voit le plaisir de la foule pour voir le jeu de Venus Williams, pour venir apprécier sa légende, parce qu'il faut voir vraiment le public, l'engouement qu'il y a autour de cette joueuse. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est big respect. Et franchement, Muchova, pareil, pour s'en sortir dans cette ambiance et face à une joueuse très dangereuse, respect aussi. Le troisième joueur que j'ai envie d'évoquer, parce que c'est un joueur, et ben mine de rien, on en parle, c'est sûr, on en a parlé un petit peu en mal quand il avait une période très sombre, c'est Andrei Roublev. Andrei Roublev qui avait un premier tour piège face à Prismic, et au final, ça fait 4, 4 et 4. Et c'est assez clinique. Et je trouve, encore une fois, avec Marat Safin, qu'ils font du très bon boulot. Ça fait 4, 4 et 4. Ça fait surtout aucun break. Il a sauvé toutes les balles de break qu'il avait à jouer. Il a seulement 47% de première balle, donc il peut faire largement mieux au service. On est sur un joueur, regardez bien, moi c'est cette stat qui m'intéresse. Ces 3 stats-là qui vont ensemble. On a un joueur qui a un ratio positif en termes de coups gagnants faute directe, alors que c'est un joueur qui a une très grosse débauche d'énergie dans ses frappes et qui met énormément d'intensité, et qui a surtout 80% de points gagnés au filet, un 16 sur 20. Andrei Roublev se met à accepter le jeu.
il se met à respecter le jeu. Quand il a des balles courtes, on le voit avancer, on le voit finir des points au filet, on le voit quand il le faut écourter les échanges, et ça c'est une très bonne chose. Pareil, on a Andrei Roublev qui joue extrêmement bien le long de la ligne, lui beaucoup plus en coup droit. J'ai l'impression vraiment que depuis un bon moment, bon, même si ça date pas d'hier, c'est de toute sa carrière, mais on a un joueur qui a repris confiance, parce que jouer longue ligne, c'est possible seulement quand on le fait avec conviction. C'est un coup qui est très compliqué, et Andrei Roublev face à Prismic qui lui sortait des qualifications quand même. Il avait sorti Galarneau, Casson, Kubler, qui peuvent être des très bons joueurs de dur, et non. Andrei Roublev ne perd pas un set face à Prismic. Prismic qui fait une année sur le circuit Challenger tout simplement monstrueuse, qui a une tolérance à l'échange, qui est capable de se déplacer mais hyper bien, très sincèrement. Et puis, ça fait 3-7-0. Donc j'avais vraiment envie de parler d'Andrei Roublev, parce que voilà, il s'est passé des choses cette nuit, il y a eu des petites surprises, mais il y a eu aussi ce résultat qui pour moi est un résultat marquant, parce qu'en plus dans mon tableau, vous vous en souvenez, je l'ai mis assez loin. Un petit mot aussi sur Joao Fonseca. Joao Fonseca, mine de rien, voilà, qui maîtrise Kekmanovic, 3-7-0. Alors, on est sur un profil de jeu qui va plutôt convenir à Joao Fonseca, parce que Kekmanovic, c'est un joueur de contre, c'est un joueur qui fait beaucoup d'échanges, j'ai envie de dire, et donc le Brésilien a le temps d'installer son jeu, il a le temps de dicter les échanges, et c'est vrai qu'il a plus de mal sur des joueurs qui sont hyper agressifs, qui vont lui enlever du temps. Et là aujourd'hui, ça fait quand même en maîtrise de 2 tie-break. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Fonseca, il a gagné un match dans tous les tournois du Grand Chelem. Je trouve que c'est quand même une très belle perf. Ce sera, quoi qu'il arrive, une année réussie. Au prochain tour, il jouera un Marac. Marac, pareil, c'est un joueur qui peut lui convenir, parce que même si c'est un joueur qui est très solide, qui a une très bonne tolérance à l'échange, qui se déplace très bien, qui peut frapper très fort, c'est pas un joueur qui va enlever énormément de temps, c'est un joueur qui va accepter, et donc Fonseca va pouvoir dicter son jeu. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors c'est pas la bonne case, et je sais pas où je l'ai mis. Elle est là, on est obligé d'avoir un mot pour Caroline Garcia, qui hier a fait le dernier match de sa carrière. On va faire un petit récap quand même. Caro, c'est 11 titres en simple, c'est l'équivalent du Master, donc les WTA Finals, Cincinnati, One, Pékin, 3 WTA 1000, la Fed Cup, 2 Roland Garros en double, numéro 4 mondial, et pendant très longtemps, ma joueuse préférée, une joueuse que j'ai adoré regarder quand j'étais petit, que j'ai découvert évidemment sur France 2 quand elle jouait face à Maria Sharapova, qu'elle était passée à ça d'un exploit monumental. C'est une joueuse que j'ai vu grandir et que je me suis dit sincèrement, elle a tout pour devenir numéro 1 mondial, parce qu'elle a son style de jeu à elle, elle a un style de jeu bien particulier, hyper agressif, et malheureusement, ça n'aura pas fonctionné, en tout cas pour arriver au sommet. Le sommet, c'est numéro 1, parce que évidemment c'est une carrière plus que réussie, numéro 4 mondial, en simple, en double, elle aura même réussi en équipe de France. C'est franchement une carrière monstrueuse, c'est une carrière plus que réussie, très sincèrement, et je pense qu'en France c'est même sous-coté. Je pense qu'on a très souvent dénigré, j'ai envie d'utiliser ce mot, on a très souvent dénigré Caro parce qu'elle avait un style de jeu propre à elle, et que parfois ça pouvait faire plouf durant 2-3 matchs, mais quand ça cliquait, il faut se rendre compte de la qualité de frappe, l'engagement, même au niveau du service. J'ai trouvé que c'était une excellente serveuse pendant très longtemps, une très bonne main, un très bon jeu au filet. Donc voilà, il faut rendre hommage à la carrière de Caroline Garcia. Et puis j'aime aussi ce qu'elle dégage sur et en dehors. Elle est vraiment good vibes. Elle a sorti aussi un podcast où elle fait plein de choses pour le tennis, où elle invite des joueurs, des joueuses, des personnalités du tennis. Moi, voilà, c'est mon sentiment perso. J'ai un affect aussi, peut-être, je ne suis pas lucide, mais c'est une joueuse que j'ai adorée, que j'aime encore, et je lui souhaite le meilleur pour son après-carrière. On enchaîne, on va faire un petit débrief comme ça rapidement des matchs de la nuit, les matchs qui m'ont intéressé. Évidemment, il y a Hugo Humbert, on va faire un tout petit mot sur Hugo Humbert quand même. 18 victoires, 16 défaites, vraiment une saison catastrophique, quelques résultats en 250, mais bon, hier défaite face à Walton. Bon, c'est une saison très compliquée, il va falloir défendre les points à Bercy, on va voir. Je pense que sur dur indoor, il peut faire quelques bons résultats, mais dans l'ensemble, c'est une énorme déception. On a un Corda, encore une fois, c'est le joueur chewing-gum, c'est le joueur sincèrement
il a un corps, mais je comprends pas en fait ce mec. Ce mec pourrait avoir de l'or dans les mains, de l'or dans la raquette, et au final, il ne cesse de décevoir. Il est quasiment, je crois, 80e mondial. Alors, il a marqué quelques points la semaine passée, mais c'est tellement peu. On a Jack Draper, j'ai rien vu du match, donc je vais pas commenter, qui perd un set. Je suivrai la suite au prochain tour pour le commenter un petit peu plus. On a Tiafoe qui gagne en 3-7, on a Rune qui gagne en 3-7. Attention, Rune, petite gêne aux abdos, Rune, donc on va voir ce que ça donne à suivre de très près. On a un joueur pareil, Khachanov, que je sous-cote. Je dois l'avouer, je sous-cote Khachanov, peut-être parce que j'apprécie pas forcément le profil, mais qui fait son année et qui fait sa carrière, très sincèrement, qui arrive à se sortir du piège. Bazavaredi. Un mot aussi sur le tennis féminin parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On a Mboko qui a perdu. Mboko, qu'on devait surveiller, qui fait first face à Krejcikova, qui pareil, Krejcikova, très souvent blessée, mais quand elle joue, double vainqueur de Grand Chelem. Voilà. Fin de carrière pour Kvitova aussi, c'était son dernier match, elle prend 1-0. Dur de finir comme ça, je trouve. On a, ok, Madison Keys qui est blessée, mais quand même, il va falloir cliquer parce que je suis désolé. Hein. Ok, elle est blessée, mais pour moi, c'est fou qu'elle ait pris un Grand Chelem. 14 doubles fautes, 89 fautes directes, mais 89 fautes directes, mais c'est fou les fautes directes de Madison Keys, c'est le jour et la nuit. En face, c'est pas mieux. 8 coups gagnants, 34 fautes directes, mais je pense qu'on est sur les pires stats de l'année. Pourquoi pas de l'histoire, je vais pas abuser, on doit pouvoir trouver pire. Mais vous imaginez le match dégueulasse qu'on vient d'avoir. 89 fautes directes, 34 de un côté, 8 coups gagnants seulement. C'est le match loto, c'est le match où les joueuses ont fait n'importe quoi. Je me suis mis un peu devant, mais très sincèrement, c'est regardable. Donc du coup, je ne suis pas resté longtemps parce que c'est tout simplement, en fait, vous savez, quand je mets un multiplex de match, en fait, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir et on switch très rapidement de match. À noter la victoire d'Elsa Jacquemot qui bat Bouskova. Alors on est sur un style de jeu Bouskova, une contreuse, donc ça va plutôt bien à Jacquemot parce qu'en fait elle était plus fraîche physiquement, mais vraiment Jacquemot elle fait sa saison et ça fait plaisir. On rappelle que Jacquemot a été numéro 1 junior et qu'elle avait eu du mal à confirmer. Rude qui gagne en 3-7, Rude qui ressurgit comme ça, et puis défaite aussi de Svitolina et victoire d'Andreeva face à Alicia Parks. Alicia Parks, je vais le dire très sincèrement, qui est la joueuse que j'aime le moins sur le circuit. Elle fait n'importe quoi, elle se prend pour une star qu'elle n'est pas. C'est tout simplement catastrophique, mais Andreeva l'a sanctionnée de revers longue ligne à foison. Elle a le meilleur revers longue ligne du circuit, très sincèrement. Et voilà, c'est vraiment un grand tour d'horizon qu'on vient de faire. Je pense qu'on a évoqué tout ce qu'il y avait à évoquer. Petit Diallo, ici à surveiller, on verra. On verra, on a terminé. Comme d'habitude, vraiment un grand merci pour le soutien, un grand merci pour les likes, pour les abonnements sur la première vidéo. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like sur cette vidéo, à me dire vous, quel joueur, quelle joueuse vous a marqué sur ce deuxième jour. Même si voilà, ce n'était pas non plus les grandes stars qui étaient de sortie. Ce soir, on a Sinner qui est là, on a du Français, on a du Bublik qui revient aux affaires, on a du Tsitsipas pour voir s'il va nous faire une déclat lunaire sur Twitter après ces matchs. Donc voilà, nous on se retrouve très bientôt pour le jour 3. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te souhaite une bonne journée.